Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo plutôt généraliste sur un phénomène que nous connaissons tous et auquel peut-être parfois nous sommes laissés aller nous-mêmes par rapport aux faits, par rapport aux tendances, par rapport aux réputations. Le sujet de cette vidéo, elle m'est venue parce que il y a eu des affirmations sur les réseaux sociaux sur le fait, et moi-même, je suis assez convaincu, j'étais convaincu sur le fait que si Donald Trump est en procès, dans ce cas-là, ça l'empêche de se présenter aux primaires pour les républicains. Eh bien, figurez-vous que non. Il semblerait que tant que le procès n'a pas statué sur la personne même de Donald Trump, si Donald Trump est en procès, rien ne l'empêche de se présenter aux primaires républicaines et voire même à la présidence des États-Unis d'Amérique. Ce qui ferait que si jamais ces avocats réussissent à repousser l'échéance, et si jamais Donald Trump est élu, eh bien Donald Trump bénéficiera de l'immunité présidentielle. Donc, vous voyez, le coup, quand je vous rappelle, normalement, pour ce qui concerne les plaintes de Géorgie, le procès est calé au 4 mars, je crois, 14 mars, donc après les primaires. Donc, Donald Trump peut très bien se présenter aux primaires, d'où la raison pour laquelle, déjà, moi je trouvais que stratégiquement, c'était pas fut-fut d'avoir calé le procès à ce moment-là, parce que finalement, ça ne l'empêchera pas, Donald Trump, de se présenter aux primaires républicaines. Enfin, on verra. Mais tout ça pour dire qu'il y a ce phénomène aujourd'hui qui consiste à dire que suivant les personnes, lorsqu'elles sont soumises à la justice, eh bien malheureusement, tant que la justice n'a pas déclaré la personne coupable de ce qui lui est reproché, la personne est présumée innocente. Or, on est tous d'accord sur le fait que suivant les personnalités, suivant les personnes, etc., alors on a fâcheuse tendance, malheureusement, parfois, à mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on n'attend pas l'enquête, on n'attend pas le procès, on fait déjà un procès d'intention à la personne, on la considère comme étant déjà coupable, d'office. Alors, évidemment, s'il y a des faits avérés, des faits indiscutables qui accablent cette personne, là, dans ce cas-là, l'enquête, la procédure judiciaire ne sera qu'une procédure, on va dire, puisque la justice, avec les éléments qu'on a sur ces personnes, la justice, elle ne pourra que proclamer en effet une condamnation. Mais je vais vous donner un exemple de quelqu'un que vous connaissez certainement, dont on a entendu parler, qui d'ailleurs a été accusé au moment de l'affaire Weinstein. C'est cet acteur américain Kevin Spacey. Alors, je suis désolé, peut-être je vais choquer des gens et qui vont me dire, oui, mais vous êtes un peu comme les gens qui avec Polanski. Ben oui, le problème c'est que Kevin Spacey, c'est un excellent acteur, et qui plus est un acteur qui a du charisme. Après, ses mœurs. Moi, je suis pas là pour juger les mœurs des gens. En revanche, s'ils ont des mœurs et qui après s'autorisent de juger ou de parler sur des sujets que à la limite ferait mieux de fermer leur gueule parce qu'ils ont des mœurs qui vont à l'encontre de ce qu'ils prétendent penser ou ce qu'ils affirment de leur opinion, c'est l'exemple très flagrant, par exemple, de ces gens comme Marion Cotillard qui vous font la leçon
qu'en effet, il faut sauver la planète, l'écologie et tout le tralala, mais qui, avec son mari Guillaume Canet, vont en vacances sur des yachts. Comme ceux qui viennent vous faire des leçons, mais qui prennent des avions, des jets privés, etc. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Si tu as vraiment fait de l'école, fais comme tout le monde, tu prends le train. Et tu prends pas un jet privé. Mais voilà, c'est des gens qui vous considèrent comme des gueux. Vous êtes des gueux, donc vous êtes trop cons. Donc Kevin Spacey, vous vous souvenez qu'il avait été accusé de harcèlement sexuel. Sauf que là, le procès donc a eu lieu et le verdict est non coupable. Il est acquitté. Je rappelle quand même que, alors attention, encore une fois, doit-on juger moralement une personne pour ses mœurs ? Doit-on juger Kevin Spacey parce qu'il fait touche-pipi dans des soirées à partouze, etc. Mais à la limite, chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Ceci ne nous regarde pas. Je veux dire, les gens qui vont dans ces endroits-là, ils y vont en connaissance de cause et ils y vont avec leur consentement. Après, s'il y a des viols, etc., c'est une autre affaire. Mais il semblerait que la justice américaine n'a pas jugé que les faits étaient avérés pour reconnaître un harcèlement sexuel à l'encontre du plaignant pour accuser Kevin Spacey. Donc Kevin Spacey est innocent. Sauf que, entre le moment où ça a été médiatisé et aujourd'hui, eh bien Kevin Spacey, il a tout perdu. Alors bon, il a réussi à quand même travailler sur quelques petits films de série B, mais je rappelle, il s'est fait virer de la série House of Cards. Il n'est quasiment plus réapparu dans des films blockbusters. On l'a blacklisté, littéralement. Or aujourd'hui, évidemment, il y en a qui vont trouver l'excuse en disant oui, mais peu importe le résultat du procès, de toute façon, on sait que c'est quelqu'un qui s'amuse à jouer à touche-pipi. Et alors ? Je veux dire, dans les milieux artistiques, qui ne s'amuse pas à faire du touche-pipi ? Qui ne s'amuse pas à aller dans des soirées olé olé ? Seulement, évidemment, assume. Assume ta sexualité, assume ta dépravation et assume tes coquineries à partir du moment où tu le fais avec des gens consentants. Après, si tu le fais avec des gens qui ne sont pas consentants, là, plainte, enquête, procès, etc. Donc à partir de là, Kevin Spacey, il est innocent. Il est innocent, mais évidemment, avec des mœurs. Donc on peut en avoir des tas d'exemples comme ça. Malheureusement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'internet, ça va très très vite. Et on peut détruire une vie, on peut détruire une carrière, juste parce que quelqu'un a décidé de porter plainte contre une personne. Sauf que, malheureusement, cette plainte, c'est plutôt une vengeance qu'autre chose. Et là, ça rejoint la thématique assez séculaire du viol, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, en entreprise, professionnelle, etc. Mais encore une fois de plus, le problème, c'est que, soyons honnêtes, en majorité, on est très souvent confronté à des gens qui ils ont une stature qu'ils pensent qu'ils sont intouchables et qui se permettent des attitudes, qui se permettent des actes qui, à mon sens, ne passent pas inaperçus au sein des équipes. Et que par conséquent, lorsqu'il y a une plainte déposée par une personne, la réputation de cette personne fait qu'il y a toujours des collègues qui, à un moment donné, s'ils ont un tant soit peu de courage et s'ils sont peut-être eux aussi victimes, ont réussi quand même à décanter le faux du vrai. Je vous rappelle cette anecdote d'une expérience personnelle que j'ai eue en tant que délégué du personnel.
où j'ai été amené à traiter avec le directeur d'un problème d'une personne qui s'est sentie pété plus haut que son cul. Alors que j'avais déjà des éléments auxquels j'avais rapporté au directeur. Je lui avais dit, attention, tu as quand même un assistant de direction qui, à mon sens, est un petit peu borderline. Moi, je te dis ça, je dis rien, j'ai pas de preuves. Je dis simplement, c'est que j'entends des choses, je vois des choses. Bon, il semblerait qu'à l'époque, le directeur n'avait pas une très grande considération à mon égard, et ça lui est passé un petit peu par-dessus l'épaule. Sauf le jour où, avec mon collègue, on a été amené à lui demander une réunion le matin avec un certain nombre de personnel. Et j'étais étonné même parfois de certaines personnes qui m'ont dit oui, moi je viens, je suis d'accord, moi j'ai des tas de choses à raconter. Bon, je ne vais pas faire l'état de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé, etc. Le fait est, c'est que là, il y avait quand même, du lourd. Mais même avec ça, les amis de l'assistant de direction, moi, il y en a une qui m'a pris à partie en me disant oui, tu te rends compte, c'est grave, machin. Je lui ai dit bien sûr que c'est grave. Mais là maintenant, moi, je fais que rendre compte. Maintenant. C'est le siège qui va décider de savoir si on fait une enquête, etc. Pour l'instant, estimez-vous heureux, il n'y a aucun membre du personnel qui a décidé de porter plainte. C'est peut-être une erreur, hein, mais voilà. Bon, évidemment, l'affaire a été vite fait étouffée puisque l'assistant de direction a été suspendu une semaine et au bout d'une semaine, on lui a dit bon, maintenant tu dégages, tu vas sur un autre site. Puisque, évidemment, il semblerait que cet assistant de direction avait été placé là, et j'ai appris plus tard qu'il avait été placé là parce que déjà, dans un autre site, il avait eu des comportements. Donc là, dans ce cas-là, quand on gratte un peu, on a des antécédents qui, en effet, là, autorisent à penser que la personne a un côté nocif qu'il faut absolument combattre, qu'il faut éliminer, qu'il faut traiter toujours dans les outils qui sont ceux de la loi, qui sont ceux du code civil, du code pénal, etc. Ou de règlements internes avec les infrastructures, à partir du moment où la taille d'entreprise a ces infrastructures pour traiter ce genre de problème. Mais alors pourquoi je parlais tout à l'heure des problèmes féministes ? Parce que chez les féministes, ou tout du moins les ultra-féministes, une simple accusation fait le fait. C'est-à-dire une personne qui accuse quelqu'un de harcèlement, de viol, etc., c'est qu'elle forcément elle dit vrai. Alors qu'il y a eu des exemples, il y a eu des cas où des gens se sont fait accuser de viol, d'agression, d'harcèlement sexuel, alors qu'en réalité, ces personnes n'ont absolument rien fait. Parce que l'enquête d'entourage, l'enquête familiale, a révélé qu'il n'y avait absolument aucun signe avant-coureur. Ah, évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y en a, vous savez, c'est des manipulateurs, etc. Mais bien sûr. Vous-même, vous qui regardez cette vidéo, je suis persuadé que vous avez déjà eu cette expérience de quelqu'un en qui vous aviez confiance, que vous avez absolument pas soupçonné de quelques faits, de quelques entraves, de quelques vices. Et puis un jour, paf, ça vous tombe dessus. Et force est de constater qu'avec le temps, il y a des langues qui se délient. Et puis voilà, et puis vous tombez des nues parce que pour vous... Alors peut-être que vous n'étiez pas forcément attentif à certains détails, peut-être que vous n'étiez pas suffisamment proche de ces personnes, parce que quand vous êtes vraiment proche de gens, quand vous commencez à les connaître, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un signe. Alors après, on peut faire preuve d'hypocrisie vis-à-vis des gens, par complaisance, par consensualité, parce que voilà, on veut pas
On ne veut pas juger les personnes, on ne veut pas foutre le bordel dans les relations, etc. Mais au moins, vous êtes alerte. Et le jour où il se passe quelque chose, vous n'êtes pas surpris, puisque vous étiez déjà au courant, vous étiez déjà sensibilisé à de la chose. Donc ça c'est dans la vie réelle. Maintenant, quand vous avez des personnalités, quand vous avez des gens qui par l'intermédiaire des médias, etc., quand les médias commencent à faire un état des lieux de personnes comme quoi ne sont pas forcément bien sous tout rapport. Dans ce cas-là, on prend le fait, mais on ne fait pas un jugement hâtif en le condamnant déjà d'office. Malheureusement, parce que des gens ont tout à gagner dans leurs opinions, dans l'idéologie, etc. Donc c'est avant même qu'on établisse quoi que ce soit, c'est qu'il est déjà coupable. Et c'est même pire, c'est que même avec les années, quand tout d'un coup on se rend compte que ces personnes finalement qu'on a accusées à tort, qui n'avaient absolument rien à se reprocher, et bien malheureusement, que ce soit les médias ou que ce soit même Internet ou les réseaux sociaux, c'est le blackout total. C'est-à-dire que là, on n'entend plus personne dire en effet, Kevin Spacey. Non. D'ailleurs, vous-même, je suis sûr et certain, vous n'avez même pas vu passer l'information dans vos médias, sur les réseaux sociaux, qui a dit que Kevin Spacey, finalement, est acquitté de toutes les charges qui reposaient sur lui. Sauf que malheureusement, et là c'est encore plus vrai sur les réseaux sociaux, sur l'internet, on est dans le phénomène, dans le tendance, et que forcément des gens vont trop vite. C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne temporisent pas. C'est-à-dire que ces gens suivent finalement comme des petits moutons dès que certaines personnes commencent à montrer du doigt. Ah là, vous avez vu, regardez, celui-là, il est accusé de viol, il est accusé de détournement, il est accusé de fraude, etc. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec Donald Trump. Moi, sur les réseaux sociaux, je vous le dis, il y a des gens qui vont vous dire « Oui, il y a 80 plaintes. 80 plaintes, et des plaintes, c'est sérieux. Parce que c'est des plaintes qui touchent la constitutionnalité de l'État de Géorgie, la constitutionnalité même de l'État fédéral. » Ouais, sauf que ce que vous lisez, ce sont les procès-verbaux des charges retenues contre Donald Trump. Mais vous n'avez pas le dossier. Vous n'avez pas les preuves. Vous n'avez pas les témoignages. Pour l'instant, on n'a rien. On n'a que des chefs d'accusation. Mais même avec ça, sur ces chefs d'accusation, eh bien, il y a des gens qui font déjà, qui mettent la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est bon, il va être condamné. Hein, regardez. C'est normal, hein, c'est Donald Trump. Attendez. Peut-être que Donald Trump va être condamné, mais il va être condamné à quoi? Peut-être à une condamnation, une amende, une prison avec sursis. Et ça se trouve peut-être que sur les 80 plaintes, il y en a peut-être qu'une dizaine qui vont accepter et que le reste, finalement, au bout d'un moment, au cours du procès, les juges vont dire « Attendez, moi je ne peux pas condamner une personne sur ces dossiers, il n'y a rien dedans. » Il n'y a que du vent, il n'y a que des témoignages, mais des témoignages de quoi? De moralité. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas condamner une personne sur simplement des témoignages. Moi, il me faut des preuves, il me faut des documents. Alors peut-être sur certaines plaintes, il y a des documents. Mais encore une fois, attention. Et là, j'insiste bien à ceux là, qui commencent à monter un petit peu en température parce que croient que je suis en train de défendre Trump. C'est pas une question de défendre Trump, c'est une question que quand on s'attaque à quelqu'un comme Donald Trump qui a été président des États-Unis d'Amérique, vous savez que il y a des trucs en coulisses. Si jamais il y a certains aspects de la vie de Donald Trump en tant que président des États-Unis que, en effet, on peut reprocher par l'existence de textes, de lois, de règles, etc.,
ça risque à un moment donné de d'ouvrir une boîte de Pandore. Vous savez, c'est comme en France. Quand en France, vous mettez un ministre devant le tribunal pour des actes liés à des défauts de procédure, à des fraudes, etc. Il y a un moment donné où ça risque d'ouvrir une boîte de Pandore, c'est-à-dire que le mec, en fait, il a fait ce qui est un phénomène de mœurs que vous-même, vous pratiquez si vous travaillez dans une entreprise. Parce que oui, je vous le dis, il y a certainement des choses que vous faites dans votre entreprise qui vous paraissent normales, mais qui en réalité, si vous regardez votre règlement intérieur, eh bien, ne vous est pas autorisé. Mais phénomène de mœurs, souplesse, c'est le choix de la direction de ne pas jouer la carte, de respecter scrupuleusement le règlement intérieur, de laisser un petit peu de souplesse. Sauf le jour où y a une personne qui commence à monter un petit peu en température, et là on va le calmer vite fait, on va dire attendez. Déjà vous faites ci, déjà vous faites ça. Déjà vous utilisez du matériel, parfois, à des fins personnelles, ce qui est interdit. Parfois vous prenez du matériel, prenez du papier, prenez des stylos que vous emmenez chez vous, parce que votre gamin, il a la rentrée des classes. C'est du vol. Alors aujourd'hui, par exemple, le téléphone portable, moi je vais vous dire, j'ai signé une charte au lieu où je travaille, où je m'engage à ne pas utiliser mon téléphone portable, sauf pour des communications urgentes ou importantes, et encore, il ne faut pas y rester 2 heures. Il y a des caméras partout, là où je travaille. Si jamais je décide de vouloir porter plainte contre cette société parce que j'estime qu'ils m'ont lésé ou truc comme ça, eh bien la société, elle va reprendre des informations et dire, regardez, voilà, tel jour, telle heure, vous avez utilisé votre téléphone pendant 20 minutes. Regardez, tel jour, telle heure, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, vous êtes en train de scroller votre écran. Je rappelle, vous avez signé une charte. Sur la charte, il est bien stipulé que vous ne devez pas utiliser abusément votre téléphone. Qui plus est, si vous manipulez de la nourriture, nous constatons que vous avez scrollé votre écran et qu'après vous avez retouché de la nourriture et vous ne vous êtes pas lavé les mains. C'est une faute. C'est une faute professionnelle. Alors je vous donne un exemple que moi je connais, mais je peux vous en raconter d'autres. Par exemple, avant les téléphones portables, ceux qui n'ont connu, qui ont travaillé dans des entreprises à l'époque où il n'y avait pas encore de téléphone portable, ont certainement utilisé le téléphone de l'entreprise pour appeler sa femme, pour appeler son mari, pour appeler son enfant, pour savoir s'il est bien arrivé à la maison, en sortant de l'école, s'il n'y a pas eu de problème. Là-dessus, les entreprises ou les chefs d'établissement ont fait preuve de souplesse. Mais logiquement, ce n'est pas autorisé. C'est autorisé par le directeur, mais le directeur peut très bien à un moment donné le dire ou dire vous pouvez utiliser le téléphone pour appeler chez vous, pour savoir si vos enfants sont bien arrivés, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Sauf que quand l'employé appelle chez elle pour savoir si ses enfants sont bien arrivés, si un autre collègue la voit en train de téléphoner, qu'est-ce que va faire l'autre collègue ? Il dit puisqu'elle le fait, moi aussi je vais le faire. Sauf que toi, Coco, tu n'as pas eu l'autorisation du directeur. Tu n'as pas demandé au directeur si tu pouvais utiliser le téléphone pour téléphoner chez toi. Et ça, ce phénomène de mœurs, à un moment donné, il est rentré dans l'inconscient collectif et des gens se sont dit si, j'ai le droit. J'ai le droit d'appeler chez moi. Mais non, tu n'as pas le droit. Il te faut l'autorisation du chef d'établissement. Tu n'as pas le droit de prendre la liberté d'utiliser le téléphone pour appeler chez toi. Non. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est dépassé puisque tout le monde a son téléphone portable. Mais le problème du téléphone portable, c'est qu'aujourd'hui, ça nuit à la productivité. Et vous avez de plus en plus aujourd'hui d'entreprises qui font signer une charte à leur employé, en leur stipulant, voilà, le téléphone portable, vous pouvez l'utiliser à des fins personnelles, mais n'en faites pas un abus.
Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est voir la différence entre le faux du vrai, entre le droit ou le pas droit, ou l'autorisé de façon, on va dire, pas tacite, mais verbale. Voilà. C'est une autorisation verbale. Même ça, hein, si vous avez un directeur qui est un peu pourri, il peut très bien vous dire « Ben non, je vous ai jamais dit. » Ben si, vous me l'avez dit. « Ben non, je vous ai dit exceptionnellement, vous pouvez le faire à l'instant où vous me l'avez demandé, mais c'est pas un acquis. » Oh, bah ouais. Donc tout ça pour dire que le problème qui se pose en règle générale, c'est l'acquis qu'ont des gens de croire que parce qu'une personne est accusée d'eux, donc c'est forcément vrai, il est forcément coupable. En dehors de l'aspect d'être attentif aux éléments, d'être attentif à l'enquête, d'être attentif. Sauf que le problème, c'est que, là je prends l'exemple de Donald Trump, hein, personne pour l'instant n'a le contenu des dossiers retenus contre lui. Tout le monde a accès aux documents des plaintes, mais les dossiers sur lesquels reposent les plaintes, alors je ne sais pas si le tribunal a consulté les dossiers pour valider les plaintes, parce que vous comprenez bien que dans un système judiciaire, alors je sais qu'en France ça existe, c'est que la plainte est étudiée en commission pour savoir si la plainte est recevable ou non. Parce que vous ne pouvez pas accuser une personne comme ça gratuitement, sans un dossier, sans alimenter le dossier avec des éléments à charge, des éléments d'enquête, etc., pour qu'un juge d'une commission valide la plainte, pour dire « Ok, votre plainte, elle est valide, puisque, en effet, dans votre dossier, il y a du contenu, donc maintenant, la justice, elle va faire son travail. » Alors, je pense que certains d'entre vous peut-être pensaient qu'il suffisait de porter plainte et puis que la plainte allait systématiquement vous permettre d'aller en procès. Mais non. Il faut d'abord que vous ayez un aval d'une commission pour valider votre plainte. Alors attention, c'est pas forcément en tout et pour tout. Hein. Si un juriste parmi vous, n'hésitez pas à préciser dans quelle juridiction, dans quelles conditions ce genre de procédure existe. Parce que là-dessus, je vous avouerai, je sais que normalement ça existe, mais peut-être pas forcément pour tous les types de plaintes, pour tous les types de procès, que ce soit des procès civils, du procès pénal, etc. Donc revenons en effet, Donald Trump, pour l'instant vous avez des gens qui sont dans cette dissuasion de croire qu'il est coupable, c'est bon, ça y est, on va le foutre en tôle. Ben, c'est les mêmes qui disaient la même chose de Kevin Spacey. Sauf que Kevin Spacey, il est innocent et il n'est pas en tôle. Alors évidemment, comparer les deux, vous allez me dire c'est un petit peu exagéré, parce que Donald Trump, c'est quand même Donald Trump. Il a fait des conneries, ça là-dessus on est d'accord. Il a dépassé les bornes, il a dépassé ses pouvoirs. Sauf que après, maintenant, c'est un peu comme le rugby, si vous voulez. Le rugby, vous marquez le ballon, après il faut le transformer pour gagner plus de points. Là, c'est pareil. Vous marquez le point en déposant des plaintes, en déposant des dossiers. Et après, il faut transformer lors du procès, il faut être validé, il faut être concret, il faut être argumenté, il faut être cohérent, il faut être crédible, il faut avoir de l'indiscutable, il faut avoir du fait, il faut avoir des preuves. Et après, voilà, la justice, elle fait son travail, évidemment, dans la mesure où en face de vous, vous avez un tribunal qui n'est pas politisé. Ce qui, malheureusement, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France, n'est pas forcément vrai dans certaines situations, dans certains cas. Il suffit de voir aujourd'hui notre pauvre Julian Assange, dont on ne sait pas encore s'il va finir ses jours dans une prison britannique ou américaine. Mais très clairement, vous avez des influences, vous avez des jeux d'influence pour que Julian Assange soit impérativement
remis aux autorités américaines. Donc voilà. Mais voilà, ça rejoint ce que je dis assez souvent sur des thématiques, c'est que les choses sont compliquées. Sauf qu'on est confronté parfois à vouloir simplifier, à généraliser, à synthétiser les choses pour l'opinion, et qui plus est, synthétiser de telle manière à ce que l'opinion prenne plutôt un parti qu'un autre. Mais inversement, ceux qui défendent Trump aujourd'hui, j'ai envie de dire, sont les mêmes. Aujourd'hui, les gens défendent Trump avec des arguments qui sont des arguments complètement bateaux. Parce que eux aussi, par rapport à leurs antagonistes, n'ont pas accès au dossier. Donc voilà. Alors, c'est encore plus vrai quand vous avez des conflits d'intérêts. Alors, conflits d'intérêts de marché, conflits d'intérêts idéologiques, conflits d'intérêts économiques, conflits d'intérêts conflits d'intérêts d'une manière générale. C'est ce qu'on voit par exemple dans ce qu'on appelle le game des youtubeurs, le game des twitchers, le game de ces gens qui sont omniprésents sur Internet, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, etc., qui ont construit une communauté, qui ont construit un business, et qui tout d'un coup se font attaquer les uns les autres, alors parfois à raison, parfois à tort. Alors je ne vais pas aller dans le détail sur ces dramas, comme on les appelle. Si ça vous intéresse, allez voir la chaîne de Psychodéique, je ne sais plus. Il a plein de playlists sur les différents dramas qui touchent aujourd'hui la plupart des gens de YouTube, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'essaie de vous mettre le lien de sa page sur la description. Mais des fois, c'est violent. Des fois, ça se balance de la merde dans la gueule, mais gratuitement. D'où la raison, parfois, où ça finit évidemment devant la justice, parce que c'est de la diffamation. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont pété plus haut que leur cul, et qui sont tellement dissuadés, persuadés, qu'il suffit d'attaquer quelqu'un, de l'agresser sur des soi-disant choses qu'il aurait fait, qu'il aurait pu faire, voire même balancer des informations qu'il a pu peut-être obtenir dans des discrétions, à l'époque où ils étaient copains, où ils discutaient ensemble, où ils sortaient ensemble, où ils partageaient des moments ensemble, et puis du jour au lendemain, ça s'est frité, et puis là, c'est chacun vide son sac. Ce qui déjà démontre parfois chez certaines personnes qui sont censées quand même avoir une influence, comme des influenceurs, encore une fois, une responsabilité de leur part, mais qui finalement, on se rend compte que dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur caractère, dans leur personnalité, ce sont de sombres merdes. Donc voilà, je veux dire, mais voilà, eux, pareil, ils sont dans ce processus de procès d'intention, d'accusation, et réussir à pousser la communauté, leur communauté, à être dissuadés que ces gens sont coupables, automatiquement. Sauf que le jour, évidemment, où, selon la circonstance, la personne est complètement innocentée de toute charge, de toute plainte, de toute accusation, etc., c'est marrant, mais évidemment, ces personnes, alors là, le sujet a totalement disparu de leur thématique préférée. Alors, parfois, certains se défendent en déposant plainte en contrepartie pour diffamation, parce que c'est de la diffamation. Surtout, en plus, dans ces milieux-là, chez les youtubeurs, etc., c'est leur business. Ils gagnent leur vie avec ça. Donc, si vous ruinez, en accusant une personne, sa présence sur YouTube, etc., il y a un préjudice. Et c'est pour ça qu'il y en a certains aujourd'hui
qui ont des plaintes pour diffamation, pertes et profits, etc. au cul, parce qu'ils ont accusé des gens à tort et à travers, sans preuve, sans rien, sauf qu'ils ont fait en sorte de canceller finalement ces personnes, sauf que ces personnes, le jour où finalement la justice ou des autres youtubeurs le soutiennent en disant non, c'est faux, il n'a jamais été comme ça, il n'a jamais fait ça, etc. Et que finalement les accusations s'avèrent être des fausses accusations, sauf que les fausses accusations, c'est pas genre oh allez c'est bon je me suis trompé, excuse-moi, hein, pardonne-moi, hein, mais j'ai réagi sous le coup de la colère. Mais non Coco, t'as peut-être réagi sous le coup de la colère, mais maintenant il va falloir que tu payes. Il faut que tu payes. Il faut que tu payes l'addition de tout ce que tu as provoqué. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, que ce soit Internet ou même dans la vie, si vous balancez de la merde sur des gens, et que cette merde, en réalité, c'est parce que vous voulez vous l'envenger, parce que c'est votre façon d'essayer de dénigrer une personne par rapport à quelque chose, par rapport à une jalousie ou un truc comme ça, dites-vous bien qu'à un moment donné, il y a karma, et le karma, c'est que ça va vous rappeler, à un moment donné, le fait que vous avez accusé une personne à tort, et que maintenant, vous devez payer l'addition. Tout simplement. Et après, les processus, les procédures diverses selon les supports, suivant les endroits, suivant si c'est dans la réalité, dans les réseaux sociaux, ou même quand on accuse des gens à tort et à travers. Mais ce qui est plus vrai dans les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui démolissent des réputations pour pas grand-chose. Alors, sauf qu'évidemment, si vous appelez Donald Trump et que vous avez une partie de la planète qui vous déteste profondément parce que vous appelez Donald Trump et que forcément vous êtes à l'image de ce qui n'aurait jamais dû exister dans la démocratie, c'est-à-dire la possibilité à un milliardaire qui n'a jamais eu de carrière politique, qui n'a jamais été élu de sa vie, etc., et qui plus est un m'as-tu vu, est une grande gueule, qui est un Américain avec une fâcheuse tendance à réagir parfois comme un adolescent un peu con sur les bords. Mais à un moment donné, il faut être cohérent et ne pas simplement répéter comme un perroquet ce que l'on a lu ou entendu de la part de gens qui, eux, sont dans de l'idéologie, sont dans la critique à l'état pur, mais une critique gratuite. J'accuse, mais je ne me rabaisse pas à démontrer, je ne me rabaisse pas à prouver. Parce que, de toute façon, c'est normal, c'est naturel, c'est acquis qu'il est coupable. Sauf que le jour où la justice estime qu'il n'est pas coupable, qu'il est innocent, que toutes les charges qui étaient contre lui, finalement, c'était du pipeau, c'était du vent, que les dossiers, il n'y a rien dedans, il n'y a rien qui tient debout, c'est arrivé des fois que tout d'un coup, ces personnes deviennent un sujet tabou. Et que si vous vous amusez à dire tiens, au fait, tu te souviens de la personne là, que tu avais dit que c'était un gros abruti, que c'était un violeur, un harceleur, que c'était une conne, etc. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Mais c'est marrant parce que elle n'est pas du tout ce que toi t'as prétendu qu'elle pouvait être. Bien au contraire. Elle a réussi, elle a évolué, avec talent parfois. Alors que si on t'avait écouté, cette personne-là, c'était une persona non grata. C'était une blacklistée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Restons toujours prudents. Évitons les jugements hâtifs. C'est toujours facile à dire, c'est pas facile à appliquer. Parce que des fois, on se laisse aller par nos propres convictions. On se laisse aller par nos sentiments. On se laisse aller par notre émotionnel. Et parfois, cet émotionnel, cette hyper-conviction nous aveugle sur notre capacité à un moment donné à prendre du recul
et éviter de dire des conneries. Mais des conneries, on en dit, hein. Sauf que quand une personne vous fait la remarque de façon polie, de façon courtoise, pareil, en argumentant, à un moment donné, c'est « Ah oui, en effet, peut-être que je me suis trompé ». Comme l'un d'entre vous d'ailleurs qui m'avait posé la question de savoir d'où je sortais le chiffre de 73% des métiers qui pourraient disparaître d'ici 2035. En réalité, c'est un chiffre qui vient du livre de Klaus Schwab, qui lui-même s'est inspiré des données de l'OCDE. Et en effet, les chiffres de l'OCDE sont un petit peu plus détaillés, etc. Et on atteint difficilement les 73%. Mais encore une fois, le problème, c'est que les chiffres qu'on a, c'est des chiffres d'études qui ont déjà quelques années. Et ça ne change en rien, en fait, le propos que je tenais dans cette vidéo, qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont en train de disparaître, mais qu'on n'avait pas imaginé qu'ils pourraient éventuellement disparaître à cause du digital, à cause de l'automatisation, à cause de la dématérialisation. Donc si mon chiffre est un peu exagéré, je pense qu'il ne le sera pas dans quelques années, ou même dans quelques mois, parce que déjà moi j'ai eu cette expérience d'un métier qui a disparu et que par conséquent j'ai une certaine légitimité à un moment donné en effet de relater des enquêtes, des études, des chiffres, etc., mais aussi d'extrapoler ce que je pense qui peut être vrai, mais encore une fois, c'est une opinion basée sur des chiffres qui sont un peu plus détaillés, soit, mais ça ne change en rien, finalement, le narratif, ça ne change en rien l'idée que j'émettais dans cette vidéo. Mais je m'excuse, en effet, si peut-être j'ai commis cette erreur d'avoir pris un chiffre qui est un chiffre beaucoup plus global sur un ensemble de chiffres, de pourcentages, par rapport à certains secteurs professionnels. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le débat. C'est à un moment donné, savoir poser les bonnes questions et exiger, à un moment donné, du débat d'idées, exiger de l'argument, exiger du factuel, pour ensuite trouver une bonne cohésion, trouver un consensus sur la façon de voir les informations, de traiter les informations. Parce qu'évidemment, des fois, si vous prenez les informations de façon très spécifique, très technique, il y a un moment donné où vous devenez trop technique, vous devenez trop précis. Et là, vous sortez de l'idée générale, qui parfois, évidemment, est très malvenue de la part de gens qui n'acceptent pas votre discours et veulent absolument vous contrecarrer. Mais bon, ceci dit, heureusement, en ce qui me concerne, c'est assez rare. Ça arrive, mais au moins ça soulève le débat, puis ça m'oblige, moi, des fois, à répondre à ces personnes avec des liens, avec des documents, avec des études, etc. Alors, en dehors du climat, parce que les gens font toujours des références à des documents, mais tu te rends compte que en fait, les documents, ils les ont jamais lus. Hein, ou alors, ils ont pris 2-3 lignes, bref, on connaît les chansons. Enfin, voilà. Soyons toujours prudents de ne pas juger hâtivement les choses. Prenons le temps d'observer, d'analyser, d'étudier, d'écouter, surtout d'écouter. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.